Imaginez, on est au milieu du 19e siècle en France, et une véritable rébellion se prépare. Pas dans la rue, non, mais dans le monde de la poésie. Des poètes en noient et des bons sentiments et décident de tout changer. C'est ça l'histoire du mouvement parnassien. Pour bien saisir le truc, il faut faire un petit retour en arrière. À l'époque, la poésie, c'est le romantisme qui domine. C'est le grand déballage des émotions, le culte du moi, de la mélancolie. Pensez à Lamartine, à Musset. Leurs poèmes, c'est leur cœur qui parle, directement. Et voilà la question qui va mettre le feu aux poudres. Face à cette vague d'émotions personnelles, certains poètes commencent à se dire « Et si l'art, le vrai, c'était tout le contraire? S'il fallait viser quelque chose de plus objectif, de plus pur, de moins personnel finalement ?» Allez, on plonge au cœur de cette révolte. Parce que le Parnasse, il ne sort pas de nulle part, non. Il se construit en opposition totale, en réaction directe aux idéaux romantiques qui étaient partout à l'époque. Et là, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, le romantisme, tout pour l'émotion, le moi-je, l'inspiration qui tombe du ciel. De l'autre, le Parnasse. On vise l'objectivité, on rejette le jeu, et on considère que la poésie, eh bien, c'est du boulot, un travail méticuleux. L'un veut changer la société, l'autre n'a qu'un seul but, la beauté pure. Mais au fait, ça vient d'où ce nom un peu étrange, Parnasse? Eh bien, il y a une double origine, une qui vient de la mythologie et une autre, beaucoup plus terre-à-terre, qui vient de l'histoire de l'édition. Alors oui, il y a d'abord la référence au mont Parnasse en Grèce, la maison d'Apollon et des Muses, le symbole absolu de la poésie. Mais l'origine réelle, elle vient du titre d'un recueil publié par un éditeur, Alphonse Lemaire, et qui s'appelait Le Parnasse contemporain. Le plus ironique, c'est qu'au début, c'était un nom utilisé pour se moquer d'eux. Ils l'ont totalement assumé et en ont fait leur étendard. Et attention, ce mouvement, c'est un vrai sprint. Tout se joue sur une petite décennie, rythmée par la sortie de ces 3 grands recueils collectifs. Ces livres, qui rassemblent une centaine de poètes, c'est à la fois leur manifeste, leur programme et l'apogée de leur art. Bon, maintenant qu'on a le décor, voyons un peu quelles étaient leurs règles du jeu. Parce que, pour ces poètes, la poésie, ce n'est pas de l'improvisation ou du sentiment. Non, c'est une discipline de faire. En fait, tout tient en 3 grands principes. Premièrement, l'impersonnalité. Le poète s'efface. On ne veut pas savoir ce qu'il a sur le cœur. Deuxièmement, la fameuse doctrine de l'art pour l'art. L'art ne sert à rien d'autre qu'à être beau. Et enfin, le culte du travail. Le poète n'est pas un génie inspiré, c'est un artisan qui travaille la langue, patiemment. Cette phrase de Théophile Gautier, qui est un peu le grand-père du mouvement, résume tout. Tout ce qui est utile est laid. C'est radical, non? Pour les Parnassiens, un poème n'a pas à être moral ou politique ou utile. Sa seule raison d'être, c'est sa beauté intrinsèque. Point final. Et cette autre formule de Gautier est juste parfaite pour comprendre leur vision du travail. Sculpte, lime, cisèle. On n'est plus avec le poète qui attend l'inspiration divine. Non, le poète est un sculpteur. Sa matière première, ce sont les mots. Et il va la tailler, la polir, la ciseler, jusqu'à obtenir la forme parfaite. C'est un travail d'orfèvre. C'est bien beau tout ça, mais qui étaient-ils, ces artisans du verbe? Il est temps de mettre des noms et des visages sur ces idées. Alors, il y a 2 noms qui ressortent vraiment. Théophile Gautier, on en a déjà parlé, c'est le précurseur, celui qui a posé les bases. Et puis il y a Lecomte de Lille, qu'on voit souvent comme le vrai chef de l'école parnassienne, celui qui a incarné le mouvement avec le plus de force et de rigueur. Ce tableau, c'est un témoignage incroyable de l'époque. On y voit des jeunes poètes qui vont devenir des légendes, comme Paul Verlaine et un Arthur Rimbaud à peine sorti de l'adolescence. Mais le petit détail croustillant, c'est ce bouquet de fleurs. La légende dit qu'il remplace un poète, Albert Merat, qui aurait refusé de poser à côté de Verlaine et Rimbaud, qu'il jugeait bien trop scandaleux. Ça en dit long sur l'ambiance. On pourrait croire que le Parnasse est une histoire très parisienne, très française, et pourtant, son influence a dépassé toutes les frontières, laissant un héritage beaucoup plus vaste qu'on l'imagine. En fait, cette quête de la forme parfaite, cette poésie aussi ciselée qu'un bijou, ça a énormément plu à des auteurs sur d'autres continents. C'est devenu un vrai modèle de rigueur et de modernité pour de nombreuses littératures qui cherchaient à se renouveler. Et ce n'est pas qu'une vague idée, c'est très concret. On le voit au Brésil avec Olavo Bilac, en Pologne avec Antoni Lange, mais là où l'influence a été absolument immense, c'est en Amérique hispanique. Ça a carrément été le carburant d'un mouvement majeur, le modernismo, porté par des géants comme le poète nicaraguayen Rubén Darío. La discipline du Parnasse leur a servi de tremplin pour réinventer leur propre poésie. Alors, au final, que retenir du Parnasse? C'est une question qui reste ouverte. Doit-on y voir le sommet absolu de la maîtrise technique, une poésie impeccable, parfaite,
Ou faut-il être d'accord avec Georges Pompidou qui disait que le Parnasse, pour lui, c'était tout ce qui m'ennuie? La perfection formelle a peut-être un prix, celui de l'émotion. La question reste posée.